Il y a une espèce de recherche de la pureté absolue, d'être le militant parfait, d'être le militant idéal. Le moindre mot de travers peut nous conduire à nous faire catégoriser de social traître, alors que, historiquement, on est quand même le camp de l'émancipation intellectuelle. Si on est de gauche au point de départ, c'est parce qu'on est radicalement convaincu qu'on doit penser par nous-mêmes, en fait, qu'on doit évaluer les données par nous-mêmes, développer une pensée rationnelle et, à partir de cette pensée rationnelle et un certain sens moral, tirer des conclusions sur le monde qui sont celles, globalement, de la gauche radicale. Ma question, les motifs infamants pour lesquels vous prétendez nous poursuivre. Petit à petit, je trouve qu'il est de plus en plus ingérable parce qu'il est toujours dans la colère, dans l'excès, dans la démesure. Il est d'une grande agressivité. Moi, ça me fait terriblement peur. J'analyse la haine médiatique contre Mélenchon comme on analyserait la haine médiatique contre toutes les grandes figures historiques de la gauche. La victoire est là, à portée de main. Nous sommes prêts, nous sommes prêtes avec vous à changer le pays. Nous sommes le nouveau Front populaire et nous allons gagner. Je pense qu'on devrait davantage raisonner en tant que militant d'après l'efficacité de nos actions. Arthur Naznidal, je suis content de te recevoir. Je te tutoie parce qu'on se connaît et j'avais beaucoup aimé ton livre d'avant qui s'appelait La mécanique du singe. C'est ça. Qui était le portrait d'un ouvrier. C'est un livre assez déprimant et dépressif, oui. mais je trouve que t'as ce talent de la miniature, des choses, et vraiment écrire sur un prolo, c'est dans la littérature aujourd'hui en France, c'est pas donné à tout le monde, et c'est pour ça que quand j'ai vu ton livre arriver, j'ai dit à ton éditeur que je connais bien, et on le salue, puisque c'est Bernard Barrault, qui est aussi mon éditeur. On l'a en partage, oui. Voilà. Mais le fait que je t'invite n'a strictement rien à voir avec Bernard. Mmh. Et puis en plus, on salue doublement Bernard qui arrête la maison d'édition Barrault-Mialet à la fin de l'année. Donc voilà, c'est sans doute un des derniers livres qu'il va éditer. Mais si j'ai eu envie de t'inviter, c'est parce que j'ai lu ton livre. Mmh. Et donc, tu as 29 ans, tu vis entre Clermont-Ferrand et Paris, et tu es uniquement... Et tu consacres ta vie à l'écriture. Et j'ai eu un doute sur le fait de t'inviter jusqu'à la page 60. Parce que donc, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce livre s'appelle « Confession d'un enfant de la gauche ». Il a un sous-titre qui moi, m'a pas donné envie, c'est « Ou comment rester de gauche quand on ne supporte plus les gauchistes ». Mais en fait, c'est le livre d'un gauchiste, quoi. Mais c'est pas pour ça non plus que je t'ai invité. C'est parce que c'est un livre qui est vraiment intéressant et qui prend une dimension supplémentaire aujourd'hui où la gauche est dans un état de décomposition, de déconstruction, enfin, etc. Avec des figures, avec tout ça. De renouveau aussi. De renouveau, peut-être aussi. Je vais commencer tout de suite par lire ce qui m'a donné envie de te recevoir. Et il y a plein de passages comme ça dans le livre où tu apportes... Alors, faut dire aussi une chose pour que les gens comprennent, c'est que tu as été militant politique, enfin militant, en tout cas, tu as été candidat de la France Insoumise, et les pages où tu racontes ça sont hilarantes. Donc, le bouquin est très drôle. Parce que tu as toujours cette espèce... C'est même pas de l'ironie, c'est de l'humour, quoi. C'est-à-dire que tu te regardes vivre, tu as le troisième œil, et tu te moques de toi. Il y a des passages assez croustillants, et surtout, tu décris des choses, tu dis des choses que personne ne dit sur la vie politique et sur la gauche. Et donc, page 60, après tout le début du livre, on va dire, c'est des chroniques d'enfance, c'est tu racontes ta vie chez tes parents communistes, tout ce qu'on t'apprend, la culture du livre, la culture du partage, et puis l'amour de la politique, quoi. Et donc, t'es bercé de tout ça. Et à la fin de toute cette partie qui fait environ 60 pages, tu dis... Alors, qu'est-ce que la gauche ? S'il y a bien une chose que j'ai retenue de mon enfance, c'est qu'être de gauche, c'est exigeant. C'est exigeant moralement, bien sûr, parce qu'on doit valoriser le partage, la liberté, la dignité, la fraternité. Ça demande de l'abnégation, parce que bien souvent, le faible qu'on défend est un gros con. Ça demande du courage et souvent des sacrifices, parce qu'il faut toujours prendre le parti du faible contre le fort. On en meurt parfois, même si c'est pour la cause.
Si c'est pour vaincre les nazis, ne vaut-il pas mieux mourir que mal vivre ? Et puis, être de gauche, c'est intellectuellement exigeant. On n'est jamais assez instruit pour se montrer à la hauteur de la tâche. On n'est jamais assez intelligent pour militer efficacement, pour convaincre, pour ruser et battre les classes dominantes à leur propre jeu, elles qui possèdent toute la richesse et tout le savoir. Et tu termines sur ces lignes. Mon éducation a fait de moi un homme de gauche, et être de gauche, c'est vouloir que l'humanité s'émancipe du règne animal, c'est être révolté par la bêtise, c'est dire on vaut mieux que ça, c'est le prouver en s'efforçant de se montrer exemplaire. C'est dur, c'est vrai, mais c'est comme ça avant toute chose. Être de gauche, c'est être droit. Oui. Et être de droite, c'est pas être droit. Je ne dirais pas ça parce que je pense d'ailleurs, c'est peut-être un point qu'on va aborder, mais je pense qu'on ne convainc pas quelqu'un d'être de gauche en donnant une connotation négative, morale, au fait d'être de droite. Je crois qu'être de gauche, c'est d'abord s'entendre sur un certain nombre de points concrets et de valeurs qui vont avec, mais des valeurs qui, en fin de compte, ne sont pas si éloignées de ce que une certaine forme de droite, ne nous associons pas à n'importe quoi non plus, mais une certaine forme de droite peut défendre aussi. Quand on est de gauche, on peut avoir envie d'une vie de famille, par exemple, et ça, c'est une valeur qui est très portée par la droite. On peut être attaché à l'endroit où on habite. La droite, dans sa tradition, est très territoriale, mais on considère qu'il y a des choses qui sont au-dessus de ça. Et donc, par exemple, le partage, l'émancipation intellectuelle, dont on n'a pas forcément besoin quand on fait partie de la droite traditionnelle. Enfin bref, beaucoup de choses. Je voulais rebondir sur ce que tu disais à propos du titre. Oui. C'est vrai que ce sous-titre, je comprends pourquoi il ne te plaît pas. Je pense qu'il rebute de manière générale. Non, mais je vois la stratégie derrière. Mais on va pas se mentir. Tu n'aimes pas ce titre parce que tu n'aimes pas ce qui est racoleur. Mais l'objectif de ce titre est d'être racoleur, justement. Non, est-ce que tu veux convaincre Oui. Tu veux convaincre des mecs de droite d'acheter ton bouquin, c'est un peu ça l'idée, non ? Et des gens dépolitisés. Je pense que aujourd'hui, l'image qu'on a des gauchistes, justement, ce terme, je le reprends à dessein, parce que d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il nous est collé sur le front par la droite, alors qu'il a été au départ inventé par Lénine. Tu sais, le gauchisme, la maladie infantile, voilà. Je reprends ce terme parce que, effectivement, dans mon livre, on trouve une critique d'un certain nombre de pratiques militantes. Et je crois vraiment que avoir ce sous-titre, c'est promettre, et je crois que c'est ce que fait mon livre, c'est promettre aux gens qui seraient dépolitisés ou de droite qu'on va pouvoir parler posément et avec un peu de recul de ce qu'est la gauche pour pouvoir leur présenter ça sous un jour qui ne les agresse pas. C'est-à-dire, tu n'es pas un salaud parce que tu es de droite. Tiens, prends ce bouquin et on va discuter calmement des sujets qui m'occupent. Je vais t'expliquer comment je pense, puis tu te feras une nouvelle opinion à la lumière de ça. Parce que ton bouquin, c'est plus un récit qu'un roman, d'ailleurs. C'est un récit. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a donné le déclic ? C'est quoi Tu t'es dit, je vais faire un livre pour raconter mes campagnes politiques foireuses quand j'étais en Auvergne et à essayer de convaincre de voter Mélenchon ? Est-ce que c'est les souvenirs de fac où tu passais pour le gauchiste ? Enfin, il y a un moment donné, quand on se lance dans une entreprise comme celle-là, ou est-ce que c'est ton éditeur qui t'a dit « Arthur, est-ce que tu peux me faire un livre sur la gauche en racontant ton histoire ?» Alors, Bernard, notre bien commun, nous a... m'a dit écoutez, ce serait bien quand même que vous fassiez un livre qui soit un peu plus proche de vous. Et donc moi, je me demandais ce que ça pouvait bien vouloir dire, un livre qui soit plus proche de moi ou un livre qui soit plus personnel. Et donc je me suis dit que j'ai quand même réfléchi à la proposition avant de la rejeter en bloc. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas rejetée en bloc. Je me suis dit, mais en fait, c'est marrant, l'éducation que j'ai reçue, je pense, n'est pas une éducation commune. Et je pense même que l'éducation que j'ai reçue n'est pas une éducation normale, entre guillemets, même dans le mouvement militant. C'est-à-dire que j'ai été très tôt stressé par des questions de les nazis vont revenir. On m'a beaucoup parlé de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup parlé de la résistance, l'univers politique. Ton père était prof, ta mère est... Non, mon père n'était pas prof. Il donnait des cours, non, il me semble. J'ai mal compris. Pas du tout. Non, à moi, j'ai eu des leçons de politique, c'est ça, oui, c'est pour ça que de féminisme, de tout ce que tu veux. Mais non, ils étaient pas du tout profs. C'est quoi, des fonctionnaires ? C'est quel milieu ? Non, pas du tout. Ma mère a été artiste, elle a dirigé des entreprises. Enfin bref, elle a eu une vie bien remplie avec de très nombreux métiers. La seule chose qui a été constante finalement dans sa vie, c'est une certaine forme d'engagement politique. Et même chose pour mon père.
Non, ce qui est... Communiste. Communiste, non. Pas encarté, mais... Pas encarté, voilà. Et en tout cas, ça c'est important, je pense. Et d'ailleurs, je crois que c'est peut-être ce qui m'a donné la porte de sortie vers ma propre émancipation intellectuelle. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, en devenant adulte, que ce que j'avais appris était, en fin de compte, assez caricatural sur le monde, que ça demandait d'être approfondi, ça demandait d'aller plus loin, en fait. Et donc, je suis sorti de la grille de lecture systématique du monde pour essayer de m'attacher aux faits. Alors, quand je dis ça, on a l'impression que je parle de réel politique, et t'inquiète pas, je suis absolument pas... Hollande Merkel. C'est pas du tout mon propos, mais c'est vrai que ce que j'ai trouvé d'intéressant et ce qui a finalement nourri mon engagement militant aussi, c'était justement le programme de l'avenir en commun, qui avait quelque chose de nouveau, puisque pour la première fois, on votait réellement pour un programme complet. On savait exactement à quoi s'attendre si on gagnait. Et en fait, même ça soulevait la question pourquoi tous les candidats ne faisaient pas le même travail, en fait. Pourquoi on n'avait pas systématiquement des propositions programmatiques extrêmement détaillées. Et quand on regardait le programme L'Avenir en commun, ce dont on se rendait compte, c'était que non seulement c'était détaillé, mais c'était détaillé sur des choses très concrètes. Et donc, ça commençait par poser un diagnostic, et un diagnostic sérieux de la société telle qu'elle est vraiment. Donc ça m'a fait réagir parce que forcément je me suis souvenu de mes années de militantisme un peu romantique dans les années fac où notamment par exemple tout le monde parlait du nucléaire en disant il faut arrêter le nucléaire parce que le nucléaire, le réchauffement climatique, alors que ce sont des choses qui sont décorrélées. Faut dire que tu es très jeune, tu as 29 ans, donc tes années fac c'était il y a pas longtemps, quoi. C'est gentil de me dire que je suis jeune. Non, mais je veux dire par rapport à des gens comme moi. Oui. Mais oui, non, mais justement tes années fac, c'est très intéressant ce que tu racontes est très drôle. Comment dire, c'est là où tu commences à t'émanciper un peu, puisque tu arrives tu fais Cagnes, Hippocagne, et tu arrives dans ces lieux-là avec ton carcan, ton éducation, où on t'a appris le militantisme. Enfin, tes parents étaient des militants, si on peut, et ils t'ont inculqué l'importance du savoir, des livres, de lire Marx et des choses comme ça. Et t'arrives là-bas, parmi les gens de Cagnes, et ce que tu décris, c'est en gros, hein, tu me dis si je me trompe, mais c'était que des gens de droite, et toi, ils te voient comme un Indien, quoi. Ils te voient comme un... Alors, je lis cette page, c'est page 85, tu dis, et puis surtout, je n'avais pas encore compris combien je paraissais exotique à tous ces gugus qui, comme moi, n'avaient encore jamais fait cette rencontre étrange, un gauchiste. Alors, ça existait. J'étais pour eux l'incarnation d'une vieille légende locale. Question de point de vue, je suppose, de leur point de vue. Ils ne pouvaient tout naturellement pas se rendre compte que c'était moi et non pas eux le tenant de la civilisation et du progrès. Donc déjà, tu es assez sûr de toi, mais c'était... Ouais, tu peux raconter un peu. Ça méritait que j'ironise là-dessus. C'est vrai que à gauche, on a beaucoup... il faut comprendre que ce livre est évidemment un livre d'un mec de gauche. Je suis de gauche, il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis radicalement anticapitaliste, je suis radicalement pour le partage des richesses, foncièrement antiraciste et féministe. Ce sont des choses qui sont entièrement ancrées en moi. Tu as des très belles pages sur le féminisme, d'ailleurs, et sur les écolos. Je lirai un petit mot sur les écolos tout à l'heure. J'espère qu'on en parlera. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'on devrait davantage raisonner en tant que militant d'après l'efficacité de nos actions, c'est-à-dire le coût, le bénéfice. Après tout, c'est comme ça que fait la droite, et la droite gagne des élections, à la différence de la gauche. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu le modèle France Insoumise, dans le sens où on voit bien que ce qui est prioritaire dans leur campagne, c'est l'efficacité, c'est-à-dire qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, quel type d'action va avoir le plus de résultats. Et je ne pense pas que ce soit en se considérant comme l'avant-garde civilisée qui vient apporter la parole, la Bible, Marx, au sauvage de droite, à qui il faut expliquer qu'il est un sauvage et d'une certaine manière qu'il n'a pas accès à la civilisation ou à la morale, qu'on va réussir à le convaincre. Je pense qu'on convainc les gens quand, évidemment, on commence par les estimer dans un premier temps. Et donc, ce passage, je pense, fait beaucoup allusion au fait. Alors, c'est vrai que moi, j'étais dans une promotion particulièrement de droite. Ça se battait entre ultralibéraux, monarchistes. Oui, ça existe encore. C'était à Clermont-Ferrand, là aussi. Oui, c'était à Clermont-Ferrand.
Et puis pour certains, disons d'une droite un peu moins avouable encore, encore que être monarchiste, déjà, c'est une droite assez peu avouable. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que avoir été plongé pour la première fois dans un monde où en fait il y avait que moi qui était de gauche ou quasiment, ça m'a ouvert les yeux sur que toi, vraiment. Oui, vous étiez combien à Cagnes? Allez, on était peut-être 2 à tout péter. Hein. On était 40, 45 en Cagnes. Et donc, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que, de leur point de vue, c'était moi qui étais exotique. Alors que, évidemment, de mon point de vue, c'était eux qui étaient exotiques. Hein, voilà. Mais je pense aujourd'hui vraiment très fortement que ce fossé peut être comblé, et ce fossé peut être comblé dans un premier temps en comprenant qui est l'autre. Mais toi, tu as réussi à les convaincre un peu? Vous aviez des discussions acharnées, vous vous engueuliez, ou alors tu t'es isolé au fil des jours? En Cagnes, non, j'ai absolument pas réussi à faire quoi que ce soit. L'entreprise de conversion s'est soldée par un échec cuisant. À la fac, ça allait mieux, mais il faut dire aussi que la fac était de philo. Et la fac était un terrain un peu plus favorable quand même. Mais ça m'a quand même ouvert les yeux sur le fait que il existe. Philo, les rapports se sont inversés politiquement. Il y avait plus de gauchistes que de... Dans ma classe spécifiquement, non. Dans ma classe, c'était principalement des gens qui étaient dépolitisés. Mais en revanche, j'étais sur un campus fac de lettres. À Clermont, toujours. Oui, voilà. Où il y avait les locaux de l'UNEF, où il y avait des mobilisations assez régulières, où il y avait des groupes de soutien France Insoumise. Donc on était quand même dans un environnement où le militantisme se portait pas sur la droite. C'était il y a quoi? Il y a 6-7 ans, ça, à peu près? C'était 2016 et 2015, 16 et ensuite, oui. Non, mais alors justement, là, tu découvres aussi des écolos. Et alors, je lis encore quelques lignes. Tu dis, c'est malheureux, mais ils accordent plus de valeur à une proposition choc qu'au consensus scientifique, surtout quand il est nuancé, ou qu'on se tient soi-même éloigné du terrain. Un écolo de l'hémicycle, un écolo des villes, est souvent bien différent d'un écolo des champs, d'un écolo des ZAD, d'un écolo des instituts de recherche. Je crois que dans nos rangs, il faut faire le tri sélectif, mettre aux encombrants les militants et porte-parole qui sont si partisans qu'ils oublient d'étudier avant de prendre parti, virer les moralistes si empressés d'être militants qu'ils en oublient d'être écolos. Ils polluent le débat public. C'est cette définition que tu fais des écolos, tu peux la faire aussi pour tout le monde, non? Oui, bien sûr. Mais en fait, ce que je veux pointer là, c'est le fait que il existe des porte-paroles politiques qui ne connaissent pas leur sujet et qui affirment comme des évidences des choses qui n'en sont pas. Et ces gens-là, alors, foncièrement ne vont pas convaincre des militants de gauche d'arrêter d'être de gauche. Ils ne sont pas nuisibles à ce point-là. Mais quelqu'un qui serait renseigné sur le sujet, qui en revanche ne serait pas politisé, ne pourrait pas adhérer, ne pourrait pas se dire « Ah oui, effectivement, c'est là que se trouve la voie de la raison ». Je donne un exemple. Je cible Yannick Jadot dans le livre qui, à une séance parlementaire, faisait encore le lien, donc j'en parlais tout à l'heure, mais entre nucléaire et réchauffement climatique. En fait, en vérité, le réchauffement climatique n'est pas causé par le nucléaire, et même le nucléaire a un impact, c'est le plus faible, y compris devant les énergies renouvelables. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je suis favorable au nucléaire. Personnellement, je suis pour une sortie du nucléaire. Parce qu'il existe des arguments pertinents qui nous font qui nous donnent envie de sortir du nucléaire. On n'a pas envie d'être dépendant des pays fournisseurs d'uranium, on n'a pas envie d'être dépendant d'une entreprise privée qui est Orano, on n'a pas envie d'être dépendant d'éventuels conflits géopolitiques pour l'extraction de la matière première, on n'a pas envie de devoir gérer les déchets, on n'a pas envie de devoir gérer le risque que ça implique, le risque d'accident. Oui. Mais ces arguments sont des vrais arguments qui sont pertinents et autour desquels on peut discuter, parce qu'on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais quand quelqu'un agite comme un épouvantail quelque chose qui est faux, je pense qu'il ne peut convaincre personne. Je crois que c'est beaucoup plus efficace pour discuter d'un sujet de s'entendre d'abord sur ce qui est pertinent à dire, en fait. T'es resté longtemps en fac de philo? 2 ans, à peine. Ah oui, t'as pas été au bout du cursus Oui, mais après j'ai publié mon premier livre et depuis j'écris des romans. Donc, oui, non mais t'as lâché l'affaire à la fac, t'es plus du tout... Ah oui, non, mais je n'ai même pas un diplôme en poche. Non, j'en connais d'autres dans ton cas, quoi. Mais d'ailleurs, ça dit aussi l'état de la fac, quoi.
on n'est pas là pour en débattre aujourd'hui, mais il y a des passages aussi. Alors, j'ai bien aimé, vers la page 100, là, tu discutes avec des militants queer, LGBT, féministes, etc. Et toi, tu es plutôt à l'aise dans cet univers parce que tu es très, disposé à combattre à leur côté, quoi. Oui. Et à un moment donné, il y a une soirée où, je sais pas, où tu bois des coups avec une... Alors, je crois que c'est une fille, non? Et alors, elle finit par te dire, au bout d'un long moment d'échange, il te dit, ouais, c'est bien que tu nous soutiennes, Arthur, mais bon, tu te rends compte que, bon, en vrai de vrai, bon, t'es pas vraiment concerné, quoi. Elle te dit ça, quoi. Et toi, après, tu peux raconter, parce que elle finit par te dire, mais putain, mais Arthur, oh putain, t'es un mec, quoi, donc tu peux pas comprendre exactement ce que tu fais, quoi. Oui. Et alors après, toi, je te lis encore ça, parce que ça m'a bien fait rire. Je dis, mais je suis un homme, mais pourquoi je serais pas concerné? Bien sûr que si, je suis concerné. Si j'arrive à être concerné par les Ouïghours réduits aux travaux forcés par Nike, pour Nike, par les autorités chinoises, ça devrait pas être trop complexe de me sentir concerné par ce qui se passe juste sous mon nez tous les jours. Pour plus de la moitié du corps national, pour ne pas dire de l'humanité, autant le dire crûment, le machisme généralisé, ça me casse les couilles, quoi. Donc tu ne comprends pas qu'on peut pas être un homme et être féministe. Oui. Et il y a un certain nombre de féministes qui le comprennent pas non plus. Oui, et je trouve que c'est un vrai frein. Je me permets de dire quelque chose à ce sujet. Le féminisme, c'est une idéologie. Alors, j'ai envie de dire, c'est même la vérité, parce que j'y adhère, mais bon, foncièrement, c'est une idéologie, c'est un système de croyance. Je suis un être humain avec un cerveau. Avec mon cerveau, j'essaye de déterminer ce qui me semble juste et ce qui me semble vrai, ce qui sont deux activités différentes. Et donc, fatalement, j'adhère. Donc, hop, me voilà féministe. Je pense que dire à quelqu'un, parce que tu es né de telle manière, tu ne peux pas penser ça, donc concrètement essentialiser l'autre, c'est typiquement un geste qui n'est pas de gauche, un geste intellectuel, je veux dire. Dire tu es un homme donc tu ne peux pas comprendre ça, tu es un homme donc tu ne peux pas le vivre, ça c'est vrai, c'est un fait. Mais tu es un homme donc tu ne peux pas le comprendre, c'est condamner le féminisme à l'échec. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que c'est cet argument finalement qui a convaincu cette pote, puisque cette anecdote a réellement eu lieu, c'est-à-dire qu'à la fin je lui ai dit bon bah écoute, très bien, je me range à tes arguments. Je suis un homme, je ne peux donc pas être féministe. Eh ben, je te souhaite bonne chance pour abattre le patriarcat. On se rejoint au sommet. Et tu dis quoi quand tu dis ça? Eh ben, en fait, elle a éclaté de rire parce que ça c'est venu au bout d'une très longue conversation. Hein, ça n'est qu'un résumé. Mais ce qui est marrant, c'est que pour combattre une injustice, on a besoin que tout le monde se sente concerné par cette injustice. On ne peut pas se contenter que en fait, la personne qui subit l'injustice se révolte. Ça n'est jamais suffisant. Aujourd'hui, c'est plus ou moins vrai, mais on considère globalement que être raciste, c'est pas cool. Être raciste, c'est pas cool. C'est une opinion qui est partagée par tout le monde. Enfin, qui devrait l'être en tout cas. C'est parce qu'elle est partagée par une majorité de gens que ça tient à peu près. Et que donc on a des lois contre, par exemple. Ces lois, elles ont été écrites, elles ont été votées, y compris par des gens qui n'étaient pas victimes du racisme. Donc, le travail de conviction politique consiste justement à faire adhérer librement des gens à une idéologie en leur disant « mais en fait, tu vois bien que j'ai raison ». Et en fait, c'est la raison qui l'emporte. Pour en revenir à ce qu'on disait, non, je ne suis pas victime du machisme, ça c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, donc, c'est que puisque je ne le vis pas, je ne l'ai pas vécu. La troisième chose à dire, c'est que puisque je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas témoigner ou parler à la place d'eux. Mais en fait, ça ne m'empêche pas de parler. Et ça ne m'empêche pas de penser, et ça ne m'empêche pas d'agir non plus. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on ne peut pas enlever au mouvement féministe d'être en ce moment particulièrement attaqué. C'est-à-dire que être féministe, c'est pas du tout quelque chose d'aussi établi. Donc les réactions épidermiques ou radicales qui consistent à rejeter en fait, ne peuvent pas être considérées comme des positions stupides, comme si tu veux, on était en train de disserter, parce qu'en fait, elle le vit. Donc, c'est... D'accord, mais à un moment donné, si justement cette amie-là que je ne connais pas, elle a eu cette intelligence et cette tolérance-là de te dire, oui, tu as raison, quoi. Oui. Bon, elle s'excuse pas, je veux dire, elle m'avait pas blessé. Non. Mais c'est vrai, elle a dit, oui, tu as raison.
Et ce qui est marrant, c'est qu'après, maintenant, elle développe les mêmes arguments pour essayer de convaincre les autres. Ses copines, quoi. Oui, exactement. Non, mais en parlant de tolérance, il y a un truc qui m'a bien fait marrer, c'est la chute de... Tu dis, dans le camp de la tolérance, la connerie est trop bien tolérée. C'est la chute d'un chapitre. Et là, tu reviens sur les gauchistes, parce que donc c'est un peu la fin de tes années de fac. Tu dis, est-ce qu'il faut être un pur esprit pour être de gauche ? Tu réponds, je ne crois pas. Je crois tout simplement que la formation politique des gauchistes n'était, dans la plupart des cas, tout simplement pas à la hauteur. Beaucoup s'étaient formés tout seuls. Beaucoup étaient d'une gauche adolescente, plus en rébellion contre leurs parents que contre le système d'exploitation mondialisé. Beaucoup se rêvaient en héros, beaucoup parlaient pour ne rien dire, beaucoup refaisaient le monde autour de bouteilles vides et de paquets de clopes agonisantes. Et je crois même que malgré toute mon éducation, il m'était difficile à moi aussi de ne pas succomber à la tentation d'émettre de grands discours, aussi inutiles que pompeux, sur quelques balcons où se tenait une contre-soirée. Discours qui me faisaient passer pour le plus instruit, le plus radical, le plus pur, et surtout le plus acharné, le plus courageux des antisystèmes. Jusqu'à ce qu'à 3 ou 4 heures du matin, je me résolve à rentrer chez moi dans le confort de mon lit douillet. Et de vomir aussi, non ou pas ? Non. Je me suis jamais rincé la gueule non plus. Mais je lis ça parce que ça montre ton talent, quoi. Et parce qu'il y a de l'écriture derrière tout ça. Et ce genre de situation, on est un certain nombre à l'avoir vécu, quoi. Oui. Je suis auteur avant d'être penseur politique. Je m'improviserai pas penseur politique d'ailleurs. C'est vraiment un bouquin qui est à mi-chemin entre le témoignage et la démonstration, tu vois. Je reviens sur ce que tu disais, la pureté, ce que tu lisais en fait, la pureté du militant. Oui, il y a une espèce de recherche de la pureté absolue, d'être le militant parfait, d'être le militant idéal. Le moindre mot de travers peut nous conduire à nous faire catégoriser de social traître. On est très dur avec les nôtres dans notre mouvement. Dès que quelqu'un va peut-être se faire le pas en avant pour se présenter à une élection et donc manifester son envie de prendre le pouvoir, il va immédiatement être accusé d'être un ambitieux, un dictateur en puissance, quelque chose comme ça. Et donc, je crois que forcément, tout ce que je viens de dire là, l'ambiance un peu chasse aux sorcières au sein de notre propre mouvement nous pousse à nous conformer à ça. Et donc, nous pousse à répéter le dogme, alors que, historiquement, on est quand même le camp de l'émancipation intellectuelle. Si on est de gauche au point de départ, c'est parce que on est radicalement convaincu que on doit penser par nous-mêmes en fait, qu'on doit évaluer les données par nous-mêmes, développer une pensée rationnelle et à partir de cette pensée rationnelle et un certain sens moral, tirer des conclusions sur le monde qui sont celles globalement de la gauche radicale. Mais être de gauche, est-ce que c'est forcément aimer débattre ? Parce que toi, forcément. Parce que toi, on a l'impression quand même que parce que quand tu décris ce côté anti-système, etc., on a l'impression, excuse-moi, t'étais un peu le casse-couille de service dans les soirées, parce que t'as des mecs qui bavassent et qui sont de gauche, mais c'est des gauchistes de salon, puis à un moment donné, t'en as un qui a un peu de culture et qui est peut-être un peu dogmatique, je sais pas, je te pose la question, et qui va aller tout le temps au fight pour essayer de convaincre, etc. Et c'est aussi pour ça que tu te retrouves à 3h du matin tout seul. Non, il n'y a pas un peu de ça ? C'est vrai, mais d'un autre côté, la vanité de cette situation, parce que le portrait que tu fais de moi est très flatteur et je t'en remercie. C'est vrai que être le gauchiste cultivé au milieu des gauchistes non cultivés, c'est un beau tableau que tu dresses de moi, mais en vérité, quand bien même ce serait vrai, et ce n'était pas forcément vrai, quand bien même ce serait vrai, est-ce que c'est si pertinent que ça par rapport aux gauchistes de salon non cultivés d'être un gauchiste de salon cultivé ? Je trouve que ce que j'ai fait par la suite en tant que candidat aux législatives, ou par ailleurs, c'est-à-dire dans mon engagement militant qui a consisté globalement à faire des dossiers pour des gens et à aider des gens à se sortir de leur merde, c'était une forme d'engagement beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressante. Justement, je vais y venir parce que c'est la troisième partie du livre. Mais justement, je crois que, parce que ça c'est dans la conclusion de la deuxième partie, ce que tu viens de lire, et en fait, je fais de l'autodérision. C'est-à-dire, je pense que la personne que j'étais devenue à ce moment-là, c'était, tu prends l'enfant qui est tombé dans la marmite du communisme, tu le fous dans la marmite de la fac, globalement c'est une marmite à la 8-6, et dans cette marmite de la fac, qu'est-ce qu'il devient ?
à un gauchiste moralisateur comme les autres, et ce qui n'est pas forcément la chose la plus pertinente. Après, comme je le dis, il y a le problème de l'âge, il y a le problème de l'instruction politique, enfin, on n'a pas d'éducation populaire d'État, on n'a pas d'études du droit. Globalement, dans le système scolaire, on n'a rien, normalement, qui nous conduise à devenir des citoyens responsables, en réalité. Donc, forcément, on était, si tu veux, à l'inverse de nos connaissances qu'on avait dans les sciences sociales, c'est-à-dire philosophie, lettres, histoire et compagnie, où on était relativement cultivé parce qu'on avait 15 ans d'école, collège, lycée, fac derrière nous, en politique, on commençait tout juste. Enfin, pour la plupart. Moi, je sortais de la marmite, mais tu vois ce que je veux dire. On avait un niveau CP, C20, quoi. Toi, justement, c'est la troisième partie du livre, tu décris par le menu ton entrée en politique. Donc, tu vas te présenter dans la circonscription de Thiers-Ambert, oui. Aux législatives en 2017. Oui. Donc, en 2017, les sondages étaient très favorables à la droite et déjà à l'extrême droite. Et toi, tu vas dans l'élu du coin, c'est un communiste, c'est Chassagne, oui. qui est élu largement, quoi. Oui. Et toi, tu vas à sa gauche travailler l'électorat dans les marchés, enfin, etc. Et toi, tu es quelqu'un qui vient de la ville. D'ailleurs, tu as une anecdote au début, tu dis que comme tu arrives là dans les campagnes, mais tu vas vraiment faire sérieusement ton travail. Tu vas à la rencontre des gens, tu vas discuter, et comme tu as des allergies, tu pisses le sang, et en gros, tu dis la seule chose j'étais très... c'est comment tu dis? On pouvait pas dire que je manquais de rouge, oui, parce que ton mouchoir était tu parlais aux gens avec ton mouchoir sur le pif pendant toute la campagne, quoi. Oui. Mais comment... Alors, ça, c'est l'anecdote, mais comment qu'est-ce qui te décide à te présenter, et pourquoi la France Insoumise t'a choisi, et comment ça va se passer? Je ne sais pas si j'ai raconté finalement cette histoire, mais concrètement, il y avait une candidate au départ qui était prévue. Je ne vais pas parler d'elle parce que ce serait pas disgracieux. Ce serait pas sympa, voilà. Mais globalement, elle s'est désistée juste avant le début de la campagne. Donc, en fait, il y avait une candidate France Insoumise qui était prévue au départ, qui s'est désistée à la dernière seconde. Son suppléant est parti également. Et donc, on s'est retrouvés au cours d'une réunion à se dire, on n'a pas de candidat. Et donc, la question à ce moment-là, c'était finalement, Chassaigne, il est communiste, on n'est pas d'accord avec énormément de choses qu'il fait, et notamment des choses qu'il fait localement, mais après tout, est-ce que ce ne serait pas un pis-aller? Et là, on a une interview dans La Montagne, qui est la Pravda en Auvergne, c'est vraiment le journal que tout le monde lit, et on a André Chassaigne qui dit quoi? « Je suis le candidat contre la France Insoumise ». Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi il dit ça, lui? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Peut-être d'ailleurs que c'est quelque chose qu'il n'a pas dit. Ça arrive que les journalistes improvisent des choses. J'en ai fait l'expérience par la suite. Les journalistes, parfois, écrivent des choses qu'on n'a pas dites, véritablement. Il faut que les gens le sachent. Mais sur le coup, en tout cas, on ne voyait pas trop comment on pouvait se désister pour un candidat qui se présentait contre nous. C'était un peu bizarre. Là, toi, vous étiez combien dans cette section de la France Insoumise? Je ne sais plus, honnêtement. Tu sais ça. 15, 20, 30 En fait, ça dépendait parce qu'il y avait des gens... pour choisir le candidat, comment ça? Ce jour-là, on était nombreux. Ce jour-là, on était peut-être une quarantaine, quelque chose comme ça. Vous étiez plusieurs candidats ou il y a eu un consensus? Pas du tout. Alors justement, c'est ça qui est marrant, parce que c'est ça le vrai truc intéressant. Parce que en fait, le fait que j'ai été candidat face à Chassaigne, j'ai vraiment pas envie de salir André Chassaigne, en fait, même si je parle de lui dans le livre. Mais je veux qu'on le comprenne bien, que cette histoire de je suis candidat contre la France Insoumise, je veux dire, c'est absolument sans rancune. Parce que pour en finir, d'ailleurs, il a fait consensus en 2022 pour se présenter Nouveau Front Populaire, et ça s'est très bien passé. À l'Assemblée, il se comporte plutôt bien. Et Absolument, il vote les lois qu'il faut, c'est la seule chose qui compte. Ce jour-là, en fait, je ne me suis pas proposé. C'est quelqu'un qui a dit « Ah, mais Arthur, toi, tu t'en sors bien, etc. » Voilà. Il n'y a même pas eu véritablement de vote à ce moment-là, parce que c'était un consensus total sur ma candidature, avant même que j'ai donné mon avis. Et mon avis, c'était, et je pense aujourd'hui que c'était pas forcément un avis éclairé, c'était de dire « Oui, mais en fait, ce serait bien que ce soit pas moi le candidat. » Donc, on s'est retrouvé à avoir un autre candidat, donc une candidate, Sarah Perret, parce que j'avais dit ce jour-là, en fait, ça serait quand même bien que ce soit une femme qui soit la candidate titulaire. Voilà. Et je dis pas forcément éclairée, parce qu'avec le recul, je pense que c'était une mauvaise manière de réfléchir. C'est-à-dire que à ce moment-là,
toute la légitimité de ma candidature venait du fait que tout le monde s'était accordé pour que ce soit moi. Et donc le fait que moi, tout seul, je dise « oui, mais en fait, ça serait mieux que ce soit elle », déjà, c'était pas terrible. C'est un mauvais signe. Hein. Parce qu'il faut être motivé, puis c'est une course de fond, quoi. Il faut que tu tapes les marchés. Il y a 3 semaines éreintantes, et d'ailleurs, au bout ce qui a semé la confusion, parce qu'en fait, pour tout le monde s'est comporté avec moi comme si j'étais le candidat de fait. Et donc, ça a davantage semé la confusion sur notre campagne qu'autre chose. Donc, tu vois, j'ai fait des conneries. Je débutais, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais voilà, donc drôle d'expérience quand même. Et tu termines un chapitre en disant « Ce soir-là, après 3 semaines de course effrénée, la fatigue l'a emporté. J'ai préféré me taire. Il y avait beaucoup à dire pourtant. Mais je crois que sur le moment, je préférais préserver ma santé mentale plutôt que de me dresser contre la vanité de ma propre famille politique. Je crois que je le regrette un peu aujourd'hui. » Oui. C'est ce passage que tu viens de lire, c'est la fin de la campagne. Donc le résultat des premiers tours tombe. On n'est pas au second tour. Mais tu fais 7% alors qu'on nous donnait à 1. Donc c'est quand même pas mal. On peut tout à fait se dire qu'on va doubler, tripler notre score pour la fois prochaine en travaillant pendant 5 ans. Tu es habité par cette idée-là, quoi, de rester sur place et de t'investir. Oui. Et donc je le dis. Je dis, ça serait bien qu'on fasse ça. Et d'ailleurs, ce qu'on a fait pendant notre campagne, c'était davantage aider les gens que coller des affiches. Et c'est ça qui était pour moi le fond de l'affaire. Ah oui, tu as des pages entières où je parle de ça. Obligé d'être très informé au téléphone, sur les marchés. Parce que les gens me présentaient leurs problèmes et me disaient « Qu'est-ce que vous ferez pour les résoudre si vous êtes élu ?» Et moi, je disais en fait, je vais vous le résoudre tout de suite, votre problème. Je vais vous montrer que je suis légitime à être élu. C'est plus comme ça que ça devrait fonctionner. Et donc, je me suis démené, on s'est démené, c'était un gros travail d'équipe. Et donc, j'espérais qu'on pourrait continuer comme ça pendant 5 ans. Et c'est là le drame. C'est, à ce moment-là, une partie des militants dit « Oui, mais en fait, c'est bien fait pour eux. Voilà, on a perdu les élections. Tant pis, voilà, toc, on se retrouvera dans 5 ans, et voilà. » Et avec ce côté un peu, certes enfantin, mais en même temps que je comprends. Parce que les militants eux-mêmes, qui avaient passé plusieurs semaines à résoudre les problèmes des autres, personne ne résolvait leurs problèmes à eux, alors qu'eux-mêmes étaient très précaires, très pauvres, dans des situations très difficiles. Et donc je comprends d'une certaine manière cette réaction qu'ils ont eue ce soir-là devant la défaite. Mais en même temps, je regrette de ne pas m'y être opposé plus frontalement parce que je crois vraiment qu'il y avait quelque chose à faire pour recimenter réellement, politiquement, cette circonscription. Comme je pense d'ailleurs qu'il faudrait qu'on fasse ce travail dans toutes les circonscriptions, de manière générale. Alors la vie du militant et de la tête de liste de gauche est difficile, parce que tu as des scènes croustillantes. Tu racontes « Sur un marché, un vieux me prenait par le col et me hurlait au visage qu'il ne voterait jamais pour un blanc-bec qui n'avait même pas fait son service militaire. Un autre me reprochait de gagner 10 000 € par mois et de ne même pas avoir honte. Et le moins qu'on pouvait dire, c'est que j'aurais aimé mériter ce reproche, moi qui surnageais tout juste avec mes 850 balles. » Beaucoup me parlaient de Mélenchon, pour qui il nourrissait une haine qui frisait quelquefois la passion religieuse. Il m'en parlait comme si je le connaissais personnellement, comme si nous étions 2 vieux amis, comme si j'allais lui faire remonter, quand nous nous reverrions, pour le goûter du dimanche après-midi, les doléances de ses détracteurs du marché de Quinla, et qu'il s'écriait. Mais c'est bon sang, bien sûr, c'est comme ça que je devrais faire. Heureusement que tu as croisé, etc., etc. Oui. Donc il y avait une... Les gens s'imaginaient que comme tu étais candidat, et Mélenchon était à la fois une sorte de repoussoir, très violent, mais en même temps, quelqu'un qui était adoré aussi par les militants. C'est lui qui portait le mouvement, quoi. Bien sûr, il y avait sa photo sur mon affiche de campagne, ce qui est assez particulier quand même. C'est assez amusant parce que les gens, en particulier les gens qui ne sont pas informés sur la politique, sur le fonctionnement des institutions et sur le fonctionnement des partis et sur le milieu de la politique aussi, s'imaginent que, par exemple, j'étais candidat France Insoumise, donc je connaissais personnellement Mélenchon. On ne s'est jamais dit bonjour. Tu l'as jamais rencontré? Je l'ai peut-être croisé dans un couloir une fois, mais...
Enfin voilà quoi. Je pense que la fois où on a été le plus proche, c'était quand j'étais allé chercher le papier qui disait que j'étais bien le candidat de la France Insoumise, quoi. Mais en fait, on ne s'est pas adressé la parole du tout. Parce que comment ça se passe pour être il n'y a pas de carte, c'est pas un parti politique, donc c'est un mouvement. On reçoit une investiture, c'est-à-dire on demande. Donc là, en l'occurrence, il y avait le groupe de soutien qui avait désigné ma candidature et celle de la candidate. Donc, on envoie le compte-rendu de réunion, disons, au National de la France Insoumise, qui dit « Ah bah voilà, ça a bien été fait démocratiquement, boum, on donne une investiture. » Et toi, tu prends pas une carte, tu cotises pas? Pas du tout. Je n'ai jamais adhéré à aucun parti. Jamais. Et pourquoi tu vas là plutôt que chez les écolos ou au Parti socialiste? Le programme, quoi d'autre en fait, les propositions programmatiques concrètes. Qu'est-ce que j'aurais défendu dans un autre parti en fait? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que j'aurais défendu comme proposition programmatique? Quelque chose à bien comprendre, c'est que les élections législatives, et ça aussi c'est je vais t'en dire un mot parce que j'ai une anecdote assez rigolote. Enfin rigolote, je ne sais pas, mais en tout cas une anecdote intéressante je trouve. Les élections législatives, on élit des députés. Ces députés votent des lois pour le territoire entier. Mais les élections législatives, elles, sont organisées sous forme d'élections locales. Donc les gens s'imaginent, les gens qui ne connaissent pas les institutions, s'imaginent que ils sont en train d'élire le baron du coin. Or, quand on est élu de, mettons, la 5e circonscription du Puy-de-Dôme, puisqu'on parle de celle-ci depuis tout à l'heure, en fait, on va aussi bien voter des lois qui vont s'appliquer à Mayotte, on va tout aussi bien voter les opérations militaires effectuées à l'étranger, on va voter un budget national. Donc, en fait, on ne peut pas, on n'est pas en état en réalité quand on se présente aux législatives. En tout cas, moi, je pense que la tâche était tout à fait insurmontable de recréer de zéro un programme complet pour tout le pays. Voilà, j'ai adhéré à ce programme. Je me suis présenté pour. Un truc qui est assez amusant d'ailleurs par rapport au fait que les gens s'imaginent que c'est une élection locale, c'est l'entretien que j'avais eu avec France 3 à l'époque, France 3 Auvergne. La question qu'il posait, c'était que ferez-vous pour relancer l'emploi dans les secteurs industriels dans votre circonscription? Et en fait, c'était terrible, parce que, évidemment, le temps de parole ne permet pas d'expliquer en quoi la question n'est pas pertinente, mais la question n'est pas pertinente. On ne va rien faire pour sa circonscription en particulier. Il faut que les gens entendent que quand ils votent pour un député, ce député, en principe, ne va rien faire pour la circonscription. Il va faire son possible, évidemment, voilà, mais en fait, le pouvoir qu'il obtient du fait d'être député, il est national. Donc, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu la même chose que pour toutes les autres circonscriptions. On va faire un plan d'investissement national qui donc aura des répercussions sur la circonscription. On va remettre le SMIC à temps, ce qui va avoir un impact sur notre circonscription. On va réduire le temps de travail, ça aura aussi un impact sur la circonscription. Tu décris aussi assez bien les différents courants, et les difficultés que tu as de relationnel avec les autres groupes, quoi. Il y a un moment donné, tu te fais convoquer, allô Arthur, c'est Max, tu te fais convoquer à une réunion avec des syndicalistes et tu te fais complètement bananer, quoi. À l'intérieur de la France Insoumise, il y a des rivalités, des clans, des patriarcats, des choses. Bien sûr, mais la France Insoumise est une organisation relativement jeune. Mais les gens qui sont dedans, évidemment, ils maillaient déjà le terrain. Donc, les rivalités, elles sont interpersonnelles. En fait, il faut pas... Il y a deux choses que je voudrais dire parce que, en étant passé du côté de candidat, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses que je ne pouvais pas suspecter quand je donnais des tracts et que je collais des affiches. Il y a effectivement des rivalités interpersonnelles, ça existe. Il y a des gens qui sont des apparatchiks et des salauds. Ça existe aussi. Mais l'immense majorité des responsables politiques que j'ai croisés, c'était surtout des gens qui étaient très convaincus de ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est vrai à gauche comme à droite. Et c'est vrai d'ailleurs dans toutes les obédiences politiques. C'est-à-dire, en fait, curieusement, les gens ne cachent pas leurs intentions sur ce qu'ils vont faire. On les accuse souvent d'être traîtres ou de faire autre chose que ce qu'ils avaient prévu. Souvent, ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils promettaient. Mais ce qu'ils avaient promis de mettre en œuvre, en général, ils le font. Et une fois qu'ils sont élus, je veux dire. Et ça, à mon sens, ça montre combien, puisque le problème ne vient pas, si tu veux, d'une trahison généralisée de la caste politique qui blablabla. C'est-à-dire que les gens croient vraiment en ce qu'ils disent. À partir du moment où les gens croient vraiment en ce qu'ils disent,
tout ce qui compte pour nous, citoyens, c'est de voter pour le programme qui nous correspond le mieux. Donc il faut lire les programmes, quand il y en a. Et après, dans les pages aussi croustillantes, tu parles des trotskistes, oui. qui ont une sorte de gimmick qui dit « le pouvoir corrompt ». Oui. Et donc, c'est très compliqué de gagner avec des trotskistes. En fait, c'est une phrase d'Alain. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça, c'est la phrase. Donc l'idée, c'est si je te donne le pouvoir, instantanément, tu vas devenir un salaud. Tu ne pourras pas t'en empêcher. Pourquoi ? Parce que ça sous-entend en quelque sorte que l'humain est mauvais par nature et que si j'enlève le carcan du droit et la promesse de te faire envoyer dans un 9 mètres carrés à la santé, dans un endroit particulièrement bien surveillé, eh bien, tu vas commettre des actions parce que tu vas te sentir tout puissant. Ça, c'est l'idée, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais le problème de répéter cette phrase, parce que c'est pas idiot de dire oui, mais en fait, s'il n'y a pas de garde-fou, qu'est-ce qui va l'empêcher d'eux ? C'est vrai, et c'est important. Mais de présenter ça comme quelque chose de systématique, ça contient l'inconvénient que ça fait perdre les élections. C'est-à-dire que dès qu'on veut gagner les élections, dès qu'on y va en disant mais en fait, moi, ce que je veux, c'est pas être un héros tragique de l'histoire. Moi, ce que je veux, c'est gagner les élections, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'appliquer le programme. J'ai envie de résoudre des problèmes. À partir du moment où on dit « je veux gagner », on entend « je veux le pouvoir, donc je veux devenir un salaud puisque je veux le pouvoir et que le pouvoir corrompt ». Tu t'es plus représenté Ah non, pas du tout. Et t'as pas l'intention de... Écoute, tu vois, j'avais pas l'intention de me présenter au départ, puisque c'est les autres qui ont dit vas-y. Si les autres me disent vas-y, j'y réfléchirai à nouveau, mais il n'y a aucune raison qu'ils le fassent. Alors je lis là, ça illustre ce que tu dis. Tu dis pour nous à gauche, rien n'est plus désagréable qu'un type qui a des chances de l'emporter. Ça nous dérange, ça nous démange. On n'aime pas les sauveurs, on n'aime pas les champions. On déteste qu'un cycliste de l'équipe fasse une échappée. Il faut que les coéquipiers passent tous ensemble la ligne d'arrivée, quitte à finir dernier. Quand les gens forcent le destin et rassemblent trop de monde derrière eux, quand les tribuns font des discours devant 400 000 personnes, on a envie de les faire descendre de leur piédestal. On se réjouirait presque de les voir se prendre une gamelle. Ça donne une bonne raison de les traiter de losers. Parce que c'est vrai, quoi, après tout, c'est qui ce Mélenchon qui n'a même pas voulu participer à la primaire des socialistes, ni en 2017, ni en 2022. Il se prend pour qui d'abord ? Il croit qu'il vaut mieux que nous ? Ah, le con, même pas foutu d'atteindre le second tour. Regardez-le, l'imbécile. Même pas capable de mettre son ego de côté pour laisser la place à quelqu'un de mieux placé que lui. Qui ça ? Je sais pas, moi, Benoît Hamon, tiens. Tout bien réfléchi, non. Alors disons Fabien Roussel, alors, ou bien Yannick Jadot. Et puis je ne sais pas, mais zut, il nous gave, Mélenchon, à tout le temps crier. Il est peut-être la République, mais il peut pas être la gauche à lui tout seul. Oui, c'est un ressort qui est très bien compris par la droite, ça d'ailleurs. La droite nous a très bien cerné là-dessus, et notamment la classe médiatique. Et donc, dès qu'un responsable politique arrive sur un responsable politique insoumis, arrive sur un plateau télé, on lui dit « mais... » Finalement, est-ce que ce qui vous empêche de gagner aujourd'hui, c'est pas justement la personne qui a fait le meilleur score historique depuis les années 80 pour la gauche ? Est-ce que finalement, il faudrait pas se débarrasser de Mélenchon pour... Et là, on cite en général des noms qui sont absolument pas crédibles, en fait. C'est-à-dire, on nous présente des noms de gens qui ne sont pas moulés dans le costume présidentiel. C'est un peu triste d'ailleurs, parce qu'on a un peu une seule carte à jouer. Mais d'un autre côté, en fait, je trouve ça très drôle. On sent que quand même Mélenchon, c'est quand même quelqu'un d'important pour toi. Tu le défends, et c'est tellement rare aujourd'hui de voir des gens qui tu dis à la fin, il y a un truc qui m'a fait marrer, parce que tu dis quand je serai vieux, les étudiants rebelles porteront tous fièrement leur t-shirt. C'est quoi la phrase ? Constantion the Mélenchon. Ouais. En fait, c'est une chaîne YouTube. Je ne fais pas de compromis. Je vais jusqu'au bout. Avec assurance. Si on juge un homme à ses actions, alors je suis bien l'insoumis d'aujourd'hui. Je suppose que ça lui rendra justice. Je leur dirai, vous saviez que c'était un dictateur en puissance, et ils me traiteront de vieux réac. Ils auront bien raison. Ça me fera sourire, mais quelque part aussi, je crois que ça me rendra triste, comme on est triste devant un magnifique bouquet qui ne sert qu'à décorer une pierre tombale. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est comme ça. Il faut d'abord crever pour devenir un saint. Les gauchistes morts ont l'avantage qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Ouais. Qu'est-ce que tu... Tu sais, je connais pas personnellement Mélenchon. Je l'ai déjà dit.
Donc moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est, puisque je dois réfléchir à qui est cette personne dans le cadre des élections présidentielles, je réfléchis comme un citoyen. Donc je regarde son programme, premièrement, son programme JADR, parce que c'est un programme en fait très intéressant. D'ailleurs, je dis son programme, c'est un programme réalisé par beaucoup de monde, mais ce programme, en tout cas, j'y adhère dans une très large partie, dans une partie qui est largement suffisante pour que je trouve que c'est un projet de société qui m'enthousiasme, en fait. Maintenant, la question, c'est est-ce que lui, président de la République, appliquera le programme? C'est-à-dire, quelle confiance j'ai en la loyauté de ce mec? Donc, je regarde sa carrière politique. Et quand je regarde sa carrière politique, je vois un mec cohérent, qui a toujours tenu des positions semblables, qui a eu une évolution globalement de plus en plus à gauche. De plus en plus à gauche, c'est-à-dire à mesure aussi que la science progressait et les sciences sociales progressaient sur certains sujets, il s'est mis à la page. Donc c'est plutôt sympa. Et puis ensuite, il y a la question qui reste, c'est et admettons maintenant l'hypothèse que Mélenchon est un salaud. Et que si on vote pour lui, il va s'empresser de nous trahir tous et d'appliquer une politique macroniste. Donc moi, je juge un pari aux prémices, pas aux résultats, parce que c'est la théorie des jeux. Donc, j'ai donc le choix entre, admettons, Mélenchon, Macron, mettons Le Pen et puis un LR quelconque, remettons Fillon pour nous replacer dans un contexte très 2017. Voilà. Fillon, lui, il va être loyal à son programme. J'ai une totale confiance en ça. Je sais que s'il est élu président de la République, il va pas d'un coup dire « Ah, derrière mon masque, j'étais anticapitaliste et je vais mener une politique de partage des richesses. » Ça n'aurait aucun sens. Macron, c'est la même chose. On sait ce qu'il va faire. Le Pen aussi. Donc, on n'a qu'un seul dé à jouer. On n'a qu'une seule carte à jouer, qu'un seul bulletin de vote disponible. Quand on est de gauche, évidemment. Sauf si on aime être exploité, on aime être... si on est raciste, si on évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on adhère au programme, ce qui est assez amusant, c'est de voir que les médias, un certain nombre de journalistes, disons, pour te décourager de voter France Insoumise, vont te dire « Oui, mais en fait, Mélenchon, l'homme, lui, n'est pas fiable. » Et moi, je réponds « Cet argument n'est pas valide. » Oui, c'est vrai, on l'entend partout, ça. Cet argument n'est pas recevable. Comment tu... Indépendamment de qui il est. C'est ça qui est drôle. Comment tu perçois, tu analyses cette haine qui monte dans le pays, enfin surtout dans les médias, contre lui, on voit bien qu'il y a un truc, un anti-mélenchonisme qui a pris des proportions ces dernières années complètement dingues, quoi. Comment je l'analyse ? Écoute, plus tu te rapproches de la victoire, et plus tu deviens un personnage inquiétant et plus on s'oppose à toi. C'est quelque chose de logique. Sur quoi on va attaquer Mélenchon au reste ? Sur son programme ? C'est assez difficile. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Mais finalement, le seul point sur lequel tu puisses l'attaquer aujourd'hui et qui permette de faire peur à un certain nombre de gens à l'idée de voter pour lui, c'est de dire « oui, mais c'est un homme qui crie ». Regardez, il ne se maîtrise pas. En fait, j'analyse la haine médiatique contre Mélenchon comme on analyserait la haine médiatique contre toutes les grandes figures historiques de la gauche, dont Mélenchon ne diffère pas vraiment. De la même façon, Blum était un juif comploteur, alcoolique, Combes, en 1906, qui a fait appliquer la loi de séparation des églises et de l'État, c'était un gauchiste. Et oui, cette idée ne vient pas de la droite. C'est quelqu'un qui était de même dépeint comme un sataniste. Bref, ce que je veux dire, c'est, à mon sens, il faut se rendre compte de ce qu'est un argument raisonnable. Un homme qui crie n'est pas un homme dangereux. Non, mais j'entends. D'ailleurs, tu es mûr pour que je t'offre ce cadeau. Parce que j'ai lu ce livre rapidement dans le train en arrivant. C'est une hagiographie. Et c'est un autoportrait avec Mélenchon, écrit par Abdourahmane Waberi, qui est un universitaire et qui est vraiment dithyrambique sur Mélenchon. Donc,
moi, ça me fait plaisir, vu les sauts de merde que Mélenchon se prend en permanence dans tous les médias. Et d'ailleurs, nous, on est taxés d'être pro-Mélenchon, etc. Ce qui est faux. Moi, mais je veux dire, Mélenchon, je peux penser à un certain nombre de choses de lui, mais je suis pas pro-Mélenchon. À Blast, on n'est pas pro-Mélenchon. Simplement, des fois, quand la meute va s'attaquer à un homme pour des raisons aussi débiles, mon rôle de responsable d'un média n'est pas d'aller crier avec les loups, quoi. Et donc ce livre-là, il est complètement anachronique parce que il porte comme sous-titre L'homme qui a sauvé la gauche, et le petit résumé qu'il y a sur le livre, ça ressemble à un gag, mais en même temps, le type est sincère, et le bouquin le raconte assez bien. Il dit: partout en Occident, la gauche est en souffrance, sauf en France. Un autre monde est en train d'émerger sur les ruines du néolibéralisme. Un leader, penseur, Jean-Luc Mélenchon, symbolise ce renouveau théorique, stratégique, voire culturel. Donc, tu lis ça, et c'est édité au bord de l'eau. Donc, je te l'offre. Oui. Merci beaucoup. On en reparlera. Et j'invite les gens qui aiment Mélenchon ou qui l'aiment pas, mais en général, les gens qui aiment pas Mélenchon n'iront pas lire ce livre, à le lire. Est-ce qu'il arrive avec une cape et signant d'un Z à la pointe de l'épée? Non, mais c'est pas ça. Mais en même temps, ce livre, et d'ailleurs, le tien, c'est pas du tout ça, mais ce livre est tellement anachronique par rapport à l'époque qu'il en est intéressant. Parce que le type est pas du tout un militant, c'est un universitaire qui raconte le parcours de Mélenchon, qui analyse ses discours, etc. Mais je me voyais pas je me vois pas, d'ailleurs je le dis à Xavier Mathieu qui m'avait offert ce livre. C'est compliqué pour moi de l'inviter parce que je veux dire, j'ai des invités comme ça en individuel, et puis je peut-être on verra quand arrivera la campagne. Mais c'est vrai que de toute manière à Blast on n'invite pas de politique. On est c'est pas qu'on veut pas, mais je veux dire, les autres médias font tellement des débats qui sont complètement nazes, où les mecs s'engueulent, etc., que nous, on essaie toujours d'avoir un pas de côté, de réfléchir à la situation. D'ailleurs, j'en profite. Je voudrais après lire encore un passage de ton livre pour dire qu'on est en pleine campagne, et que si on veut apporter une voix différente à Blast, il faut nous soutenir, il faut adhérer à... T'es adhérent à Blast, toi? T'es fauché, donc tu vas me dire non? Absolument pas. Il faut prendre des parts sociales parce que on ne vit que de ça à Blast, et on n'existe que parce qu'il y a des gens. On est devenu un véritable service public d'information. Quand tu vois le désastre qui est devenu le service public, c'est pour ça que c'est important de soutenir Blast. Je voudrais, avant de finir, te lire encore, parce qu'à la fin de ton livre, tu dis qu'on est comme des enfants. Nous dévorons tous les biscuits de la boîte sans crainte d'être malades ni de manquer. Jusqu'à présent, la nature n'a jamais cessé de nous abreuver de pétrole, d'uranium, d'huile de palme et d'eau claire. Comme des enfants, nous persistons dans nos erreurs, dont nous n'avons jamais connu les conséquences, et nous faisons comme si l'humanité était une orpheline, qu'aucune raison adulte ne saurait aiguiller. Mais il y a toujours eu des gens pour éclairer le monde, même après la chute du phare, proclamer la science malgré l'incendie de la bibliothèque, et suspendre les jardins pour préserver les sols des pesticides, des bombes et du goudron. Ils se sont appelés les humanistes, les Lumières, les montagnards, les communistes. Ils ont vécu dans l'ombre des puissants qui leur faisaient la guerre. Ils ont été embastillés, perdus, brûlés, censurés, déportés. Et pourtant, ils sont là. Je suis de gauche, et en fait, c'est mieux. Je suis gauchiste de naissance, excusez du peu. Je suis un enfant de la gauche, un parmi tous les héritiers de la tradition progressiste, un parmi tous les héritiers de l'idée que l'humain peut mieux faire, peut tout faire et accomplir par le droit les miracles contre nature que sont la paix, l'égalité, la liberté, la fraternité, l'idée qu'on peut s'émanciper par la culture, les arts, la science et un peu de bonne volonté. J'arrête là parce que c'est très long, je voulais pas... Mais c'est une assez belle... Il y a encore des pages derrière, mais c'est des pages qui font plaisir à lire, surtout aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter. Et puis j'espère aussi que ça fera marrer. Parce que, à mon sens, ce livre ne sera une réussite que si les gens se marrent en le lisant. Ça se marre, mais en même temps, il y a du fond, quoi. Enfin, il y a du... Oui. Il y a du... écoute, Arthur, merci d'être venu. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Tu vas continuer à écrire et à militer ou... Évidemment. Là, j'ai évidemment d'autres livres sur le feu. Il faut bien se rendre compte que tant que je n'aurai pas les moyens d'être de droite, je serai forcé d'être de gauche. Alors il faut m'aider au bout d'un moment. D'accord. Merci beaucoup Arthur. Et soutenez Blast.